chose de très, très beau. La fille est belle, on a déjà dit, et la vie devient très belle aussi. Et là, on pourrait faire un peu de la critique sur votre livre. C'est-à-dire, c'est un plaisir. Par exemple, il y a ce merveilleux extrait où finalement, cette fille qui devient une femme, et son copain des jours d'enfance ont enfin le droit de se rencontrer à nouveau et de se retrouver. Alors là, c'est très bien décrit, comme les deux se voient et se jettent les uns sur les autres dans les bras de l'autre, et que c'est vraiment le bonheur complet. Il faut dire qu'elle a eu de la chance. Oui, donc la critique serait là, ça se lit évidemment avec plaisir, avec plus de plaisir qu'on lit de la misère, tout ça. Mais la critique serait là que finalement le lecteur est content et tranquillisé. Ça ne devrait pas être le cas. Et non, ça n'est pas le cas. Quasi. Un autre auteur aurait écrit qu'il aurait fini peut-être par autre chose. Mais il faut dire que toute vie est un effet de circonstances. Comme on le dit, pour être riche, c'est très simple. Pour être riche, c'est simple. Il suffit d'être là au bon moment pour saisir une opportunité. Je crois que le fait que je sois ici aujourd'hui, c'est un élément modificateur de mon parcours d'écrivain. Le jour où j'étais venu vous présenter le roman, vous ne seriez pas là, que je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Donc, cette présence ici aujourd'hui me fait encore une autre visibilité. C'est un peu comme ça que la vie se passe. Oscillatour a eu la chance de finalement tomber sur une tutrice qui vient traiter ses enfants. Voilà. Elle ne va pas connaître la misère tout le temps. Mais cette rencontre a aussi autre chose. Elle a dit qui est sa tutrice qui la bien traite, voilà, l'a chassée après. Pourquoi elle la chasse? Et voilà, chasser plus que Oscillatour va tomber enceinte de l'enfant de Aladia. Comme on a dit, des grossesses précoces. Parce qu'elle n'avait pas encore l'âge de tomber enceinte. Vous voyez? Donc, elle va tomber enceinte, puisque l'enfant d'Aladia est revenu des études en vacances. Va voir que Oscillatour est belle. Et ils habitent tous la même maison. Et les enfants sont au lait. Aladia est à l'étage avec ses enfants. Mais ce garçon va tomber amoureux, farouchement amoureux, donc de Oscillatour. Et la nuit, au lieu de dormir dans sa chambre, il va dormir chez Oscillatour. Mais c'est vite arrivé une grossesse. Vous voyez? Et en temps, l'autre histoire, c'est que Aladia a un frère qui, malgré ses 3 femmes, n'a pas de garçon. Et nous connaissons la place de l'enfant garçon dans la culture africaine. Le garçon, c'est l'héritier, c'est le consommateur, c'est tout. Mais elle a un fils où est tout puissant, riche homme d'affaires, mais n'a pas de garçon. Il n'a que des filles. Donc pour avoir garçon et garçon dévolu sur Oscillatour, en nous faisant des avances, Oscillatour qui refuse les avances de ce riche homme, mais finalement, l'amour étant ce qu'il est, va accepter les avances d'un jeune étudiant, un sonaillon, comme je l'avais appelé, et elle est tombée enceinte. Mais la maman ne va pas accepter, malgré son bon cœur à bien la traiter, elle va la jeter au dehors. Et Oscillatour va continuer encore un autre. Pour ne pas que son frère. Pour ne pas que son frère dise qu'elle a empêché sa dulcinée de l'aimer en la plaçant à son enfant. Ouais. Donc la circonstance, oui, allez-y. Mais finalement, ils se sont mariés. Oui, ils se sont mariés. Elle avait dit que je ne vais pas épouser, donc... elle a dit. Elle a dit, oui. Voilà, parce que donc les gens vont se dire qu'on n'est pas de la même classe. Exactement. Sociale. Oui. Et finalement, Soleil aussi, ils ne sont pas de la même classe. Exactement. Ils ne sont pas de la même classe. Il faut voir une différence d'âge. Elle a dit que c'était déjà un adulte qui s'était déjà fait. Et vous savez, le problème de classe se pose toujours dans toute communauté. Le Philomessie est vécu comme un esclave entre guillemets.
Et vous voyez un vieux messie aller dormir dans la chambre. Si vous connaissez la société Yoruba de Porto-Novo, c'est une société imbue d'elle-même, c'est une couche sociale qui est fière d'être ce qu'elle est. Vous voyez? Et un esclave en Guinée aller dans le lit d'un tout-puissant à l'âge de Porto-Novo, ça ne s'entend pas. Donc, Oscar a analysé sur tous les angles. Ce que n'est pas la cosmos en ce moment. Mais l'inverse, oui. Et l'homme riche qui va avoir une fille philométrique. Oui, l'homme riche, l'homme a cela de particularité. Pour l'homme, la femme est femme dans toute sa féminité. Et l'homme ne voit pas souvent le caractère social réellement. L'homme voit à travers une femme ce qu'elle est en tant qu'entité femme. Vous voyez? Je le dis souvent, un président de la République peut aller épouser une prostituée. Et ça existe. Je ne veux pas citer ce président, mais ça existe. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Oui, pourquoi pas? Allez chercher. Donc, l'homme voit la femme dans sa féminité, en tant que femme nature, quoi qu'en soit ce qu'elle fait. Mais l'inverse, le cas de Wassila, elle a analysé. Et dans la culture béninoise, surtout au Yoruba, c'est victime. Ça là, c'est l'enfant de Tel, l'enfant de l'esclave. Donc, Wassila doit analyser. Fait un garçon à la vie, quand elle veut un garçon, et quand il aura un enfant garçon, qu'est-ce qu'elle va devenir après elle? Un citron dont on tire le jus de comme elle après. Comme vous l'avez décrit. Exactement. Voilà, c'est un peu ce qu'elle a analysé. Mais l'étudiant Soulé, qui est revenu, il n'avait rien. C'est vrai que sa maman est riche, mais lui-même, en tant qu'individu comme ça, rien, voilà. Et l'amour est ce qu'elle est. Ça vous prend là où vous ne vous attendez pas. Mais deux voulais plutôt une observation. Oui. Toutes ces réflexions, c'est ce qu'on pourrait dire les autres, surtout dans la famille, dans la grande famille, jouent un rôle éminent. Et c'est quelque chose qui m'a frappé parce que, encore, la littérature européenne aujourd'hui, je crois, ne connaît plus tellement ce genre d'observation sociale. C'est-à-dire, évidemment, il y a le souci de ce qu'il pense l'autre, mais très proche. Mais la famille, non, finalement, la société européenne ou américaine est très individualiste. Donc, je ne dirais pas qu'on fait ce qu'on veut, mais on fait comme on peut le faire et sans trop se soucier de ce qu'ils pourraient penser les autres. La société africaine, particulièrement la béninoise, n'a pas encore atteint ce niveau d'individualisme. Ouais, même ici au Sénégal, l'homme ne se lève pas pour aller prendre une femme de son propre chef. La famille va décider, les gens vont s'asseoir, analyser, mais la femme est de quelle ethnie, ses parents font quoi, ils sont de quelle société, ils sont ci, ils sont ça. Voilà. On donne le droit à beaucoup de personnes de se mêler dans sa propre vie, oh oui, avec leurs opinions, avec leurs idées, bonnes ou moins bonnes, oui. N'importe quoi. Oui, en fait, ce n'est pas n'importe quoi, c'est beaucoup plus Les liens sociaux. Le lien social est très très développé et l'individu n'est rien en dehors de son ensemble communautaire. Et la communauté aussi n'est rien sans l'individu pris isolement. Vous avez des extraits à lire et à commenter. Je vais voir quelques extraits. Je vais commencer. Vous avez la page 18. Page 18, ok. Le premier extrait, c'est la page 18. Page 18. Donc la page 18, il est écrit à l'âge de 4 ans, elle avait quitté ses parents et avait été placée dans une famille Yoruba au Nigeria. Elle travaillait avec beaucoup d'autres enfants béninois de son âge dans des carrières de gravure à Abeokuta.
Déjà à 6 heures, ils étaient dans les carrières, rassemblés en petits groupes de 3 enfants et travaillaient dans de grands pots à casser la pierre. Munis de gros marteaux, ils étaient des véritables casseurs. Les fillettes, portant de petites calebasses sur la tête, ramassaient les gravillons des trous et en faisant des tas au bord de la voie principale. 10 heures de travail par jour, interrompues par des pauses de 15 minutes. Le petit déjeuner était fait souvent d'une poignée de haricots à l'huile rouge mélangés au gari. À midi, les enfants avaient droit toujours au gari délayé avec de l'eau et sans sucre. Aucune mesure d'hygiène ni de protection n'existait sur ces carrières. Le soir, pour le dîner, les enfants se promenaient de maquis populaires en cafétéria pour laver les assiettes et profiter des restes du repas abandonnés par les clients. Le contrôle du chantier était assuré par de jeunes conteneurs. Autrefois aussi concasseurs dans ces mêmes chantiers, ils avaient acquis au fil des années la confiance de leur maître. Véritable bourreau, ils faisaient subir aux nouveaux venus et aux plus jeunes d'affreuses brimades. Les punitions étaient courantes, allant jusqu'aux privations de nourriture. Les enfants qui traînaient les pas étaient frappés sans ménagement. Voilà cet extrait, je vais faire un commentaire. C'est pour décrire les conditions de travail de ces enfants ramenés de la carrière d'Abiy. Nous voyons quel était le quotidien de ces enfants, 10 heures de travail par jour, interrompu par des pauses de 15 minutes avec rien que du curry. Le curry au Bénin, c'est un repas, les Sénégalais ne connaissent pas trop le curry. C'est fait à base de manioc. Et c'est un aliment de tout bon étudiant. Parce que c'est le dernier recours de l'étudiant. Quand il n'y a plus rien, il ne faut pas que le curry te manque. Au moins, tu as ça à mettre dans de l'eau et à avaler pour garder la force jusqu'à ce que les parents envoient de l'argent. Donc c'est sans réellement quelque chose de nutritif. Mais ça occupe le ventre en attendant de trouver mieux. Ouais. Donc, et c'est le sucre qui vient un peu rendre cela riche. Et vous voyez, ces enfants, ils en prenaient même sans sucre. Mais je m'imagine qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent dans ces carrières. Oui, exactement. Je l'ai dit plus loin. Nombreux sont ceux qui, parmi ces enfants, ne supportent pas cette misère. Certains deviennent gravement malades et demeurent plusieurs jours sans fond. Pour d'autres, le salut réside dans la fuite. Une véritable vie infernale inconnue des parents restés au Bénin. Les enfants disparaissent, on les retrouve plus, ils meurent. Et comme Tiloteur le dit, il n'y a personne pour porter leur voix, personne ne s'en occupe, ils vivent dans l'ombre, comme l'a dit Madame. Et c'est ça ce qui frappe d'autant plus que, je le répète, que l'Afrique n'est pas un continent pauvre, qu'il y a beaucoup de richesses dans presque tous les pays. Donc aussi à Cotonou ou ailleurs au Bénin, on voit des voitures, des 4x4, des 8x8, tout ce que vous voulez, mais qu'il y a des conditions de vie qui, comme vous le décrivez là. Et ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Et ce n'est pas un manque de moyens, mais un manque de, comme on l'a dit, de volonté politique. Casimir, êtes-vous maintenant prêt pour les questions de notre public concernant votre livre? Avec plaisir. Donc, je voudrais demander à Suleiman s'il y a des contributions, voilà. Des questions. Là, Suleiman. Devant. Vous ne devez pas courir loin pour le trouver et pour pouvoir l'acheter. C'est juste ici, devant, chez nous, à acheter et à 5 000. À 5 000. Donc c'est un prix... Seulement pour aujourd'hui, hein?
Oui. En promo. En promo. Voilà. Une troisième question. Vous répondez d'abord et puis ils vont peut-être... Cher Franck, quand je parle d'alphabétiser, je ne parle pas de l'alphabétisation en langue française. J'ai été à l'école, j'ai un peu sur là. C'est en langue locale. C'est en langue locale qu'au Bénin, nous parlons d'alphabétisation. Et ça, c'est une autre école. On a des maîtres alphabétiseurs qui vous enseignent à écrire et à parler la langue locale. Je ne veux pas parler de dialecte, je ne veux pas parler de patois, je parle de langue locale, comme le Wolof. Et attention, il y en a beaucoup au Bénin. C'est si le Bénin a plusieurs langues locales. On en a combien? Je ne saurais vraiment le dire, je n'aime pas les stades, mais nous en avons près de 7 à une dizaine. Chaque région, et dans chaque région, vous avez une langue, il y a encore des contours. Voilà, donc 7 à une dizaine de langues locales au Bénin. Donc, moi je suis de Porto-Novo, la capitale du Bénin. Principalement, il y a deux langues que nous parlons. Il y a le Yoruba, dont j'ai parlé de la communauté. Et il y a aussi les Koum. Moi je suis Koum, ma mère est Yoruba. Ouais. Donc je suis un métis communautaire. Ouais. Moi je parle le Koumbé. Et le Koumbé c'est ça, j'ai eu ce petit docteur et ça c'est le Koumbé que je vous parle. Celui qui est assis à côté de vous, tout juste à votre, c'est pas à gauche ou droite, là, à scène, lui il est fond. Il est juste là, il est fond. Lui, il vous dira peut-être à fond Candia. Et moi je dis à fond Candia. Enfin, c'est un peu ça. Et nous sommes tous du sud. Voilà. Mais moi, pauvre Sénégalais, si j'arrive chez vous et je parle le Wolof, oui. On ne va pas me comprendre. On ne va pas vous comprendre. Ceux qui peuvent vous comprendre, c'est peut-être nous qui sommes restés au Sénégal ou les Sénégalais qui sont au Bénin. Mais le Béninois typique ne pourra pas vous comprendre. Et le vieux qui parle de la loi française. En fait, l'histoire se déroule actuellement. C'est une histoire actuelle, c'est de la actualité. Mais ce vieux, il ne faut pas oublier que c'est un vieillard du village. C'est des notables, en quelque sorte. Et je l'ai mis dedans un peu pour dire qu'il y a toujours les souvenirs français qui sont restés. Voilà, donc, il parle de la loi française parce que pour faire l'important au village, si vous avez lu, vous allez voir qu'il a toujours sa casquette, il y a quelques médailles, un peu pour rappeler l'histoire, faire un mélange culturel entre la France et le territoire. Donc ce n'est pas en matière de temps qu'il faut voir, mais c'est en matière d'idées qu'il faut voir ce que veut dire. Est-ce que oui? Le micro. Merci. En fait, excusez-moi, j'ai posé cette question parce que moi, je suis étudiant en droit et j'ai remarqué malheureusement que même nos textes de loi ont été plagiés. Donc, en évoquant le fait que les lois soient votées par le Parlement français, est-ce que ce n'est pas une réalité qui peut-être est encore d'actualité? Parce que Code civil, moi je suis gabonais, Code civil gabonais, vous allez voir l'article 13, il correspond peut-être à l'article 105 du Code français, et au Sénégal, c'est la même chose. Donc, c'est comme si on avait l'impression qu'on ne pouvait rien créer et que on se contente de tout copier ailleurs. Parfois, même ces lois-là ne correspondent pas à nos réalités. Oui. Bon, en fait, il faut dire qu'en matière de maltraitance, quand même, nos pays font des efforts. Puisque le phénomène maltraitance des enfants n'est pas réellement typique en Occident ou en France. Mais ils font des efforts pour voir des choses qui se passent chez nous. Mais ce que vous dites est vrai. La France, c'est la meilleure patrie. Et bon, on essaie d'être comme les Français, en tout ce que nous faisons. Il y a une question qui vient. Je pense que c'est un commentaire. Voilà, bonjour chers amis, ici ce soir. Je pense qu'à travers ce roman, l'occasion a été donnée à la jeunesse, à cette jeunesse africaine qui se veut élitiste, de pouvoir prendre en main sa destinée. Personne ne viendra faire les choses à notre place et je pense que le prolongement de ce livre sera qu'ici, ensemble,
qu'on essaye de faire quelque chose afin de pouvoir porter haut la voix de notre chère maman ici, qui malgré son âge, essaie de faire quelque chose pour penser ces plaies de la société. Et je voudrais demander à mon cher ami slammer qui est à côté de moi, qui s'est particulièrement intéressé à l'alphabétisation. Est-ce qu'il slame déjà dans sa langue locale, enfant? Je ne sais pas s'il est fort ou... voilà. C'est peut-être la question qu'il ne fallait pas me poser, parce que je suis plus traditionnaliste que toute autre chose, en fait. Enfin, tout à l'heure, quand j'ai posé la première question, j'ai oublié d'évoquer un élément que j'avais prévu d'évoquer. Pendant la présentation, il parlait de la langue et de l'importance de la langue. Moi, je pense que c'est un élément très très important. Bon, malheureusement, nous, les jeunes, on ne s'intéresse pas aux langues, on préfère parler des langues qui viennent d'ailleurs. Mais moi, j'ai commencé à apprendre une nouvelle langue, même le Kiswahili. J'ai commencé il y a 3 ou 4 jours. J'ai un ami qui parle le Kiswahili et j'ai demandé de m'aider un peu dans ma démarche. Bon, j'ai oublié la question aussi. Voilà. Est-ce que tu arrives déjà à slammer enfant, ou bien est-ce que tu es néné ou de quelle ethnie tu es au Gabon? Est-ce que tu slames dans ta langue? Je suis Pounou du Gabon. Mon nom c'est Mbumba. Mbumba, ça veut dire génie ou arc-en-ciel dans ma langue. Quand je slame souvent, quand on a une soirée, je fais mon arbre généalogique en langue. Je sais que ceux qui sont devant moi ne comprennent pas, mais c'est ma langue, ça m'appartient en fait. Et je parle ça, c'est une fierté pour moi de parler cette langue. Donc voilà. Je vous remercie, on félicite Casimir et je pense qu'on va s'unir à notre maman ici plus tard pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Je vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Gigi Lansel Djedi, je suis journaliste culturel et auteur. Je n'ai pas encore lu le livre. Bon, je me lève parce que tout le monde se regarde à l'arrière. Je n'ai pas encore lu le livre, je vais le lire avec beaucoup de plaisir. Mais je voudrais féliciter l'auteur et peut-être poser une question qui est plutôt sociologique. Parce que je connais un peu le phénomène des Vidomégons, des Vidomessi au Bénin. Et ce sont des bonnes qui sont à la maison, et qui sont utilisées de manière... C'est l'utilisation qu'on en fait qui fait qu'au Bénin, on les considère un peu comme les esclaves des temps modernes. Ici au Sénégal, il y a également des bonnes qui existent. Et quand on observe, on voit qu'il existe également des phénomènes de maltraitance par ailleurs dans le rang. Mais en tant qu'auteur et en tant qu'observateur de la vie sociale béninoise, est-ce qu'aujourd'hui, parce que quand on écrit aussi c'est pour changer la société, est-ce qu'il y a possibilité d'enrayer ce phénomène totalement de la société béninoise ou d'aller vers une formule qui va permettre aux Béninois, aux citoyens du Bénin de manière générale, d'avoir des bonnes et de ne pas les transformer en esclaves des temps modernes. Merci. Ok, je vais répondre. Donc, merci donc, Agile. Il y a possibilité d'enrayer le phénomène. Il n'y a aucun phénomène social sur lequel on ne peut agir pour l'améliorer. Ça demande donc que les autorités qui sont en charge donc, de la vie des citoyens puissent prendre des résolutions fermes. Mais il ne faudrait pas aussi que nous oublions, c'est tout un processus. Il va falloir donc instruire les parents, aussi ne peuvent pas connaître l'instruction classique, les sensibiliser réellement sur le phénomène. En matière de recommandations, quand j'ai fait ma thèse sur les troubles psycho-affectifs des enfants en structure d'accueil, j'avais proposé même qu'on fasse des émissions délocalisées audiovisuelles, qu'on puisse faire des films ou bien qu'on puisse faire des documentaires sur la vie de ces enfants et qu'on fasse des cinémas itinérants et de villages où
en village où cette concentration du phénomène est forte, qu'on puisse accueillir les parents et qu'on puisse leur montrer les images. Ça va les frapper. Et l'autre chose, il ne faut pas oublier, la pauvreté est également à la base de ce phénomène. Il faut trouver des activités génératiques de revenus à ces parents pour que les enfants puissent rester. Et là, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits comme en cas des organismes, des associations qui travaillent. Mais le plus souvent, sur 100 associations, c'est peut-être 10 qui sont sérieuses. Les 90 restants sont là également pour s'enrichir des dons que les gens amènent et le travail n'aboutit toujours pas. L'autre mécanisme pour enrayer le problème, c'est qu'on arrive dans la société béninoise avec le ministère de la fonction publique à instaurer le phénomène de bonnes, bien de domestiques, bien de gouvernants qui sont reconnus comme des fonctionnaires. Une famille qui ont un contrat bien déterminé, il est payé au moins au-delà du SMIC. Mais quand vous discutez avec les bonnes mamans, les maîtresses de maison, elles vont vous dire, je ne suis pas prête à payer 50 000. 50 000 francs, c'est trop. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va manger ici, elle va dormir là, elle va faire ça, elle prend 50 000. C'est trop. Mais on oublie que cette dame a aussi des enfants à nourrir. Elle a sa famille, l'enfant doit aller à l'école. Donc c'est un peu compliqué. Donc, il faut rehausser le niveau de vie des gens et instaurer un système de cette nature. C'est ce que moi je propose. Voilà, Casimir, merci beaucoup. Anta, une question très courte et je dirais même sèche. Oui. Est-ce qu'il y a trop d'enfants? Est-ce qu'il y a trop d'enfants en Afrique? S'il y a trop d'enfants en Afrique, c'est plus provocateur. Ou voilà, je sais bien. L'Afrique est très jeune. Et c'est ça qui est grave, parce que quand on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes, beaucoup plus de jeunes, que l'Europe pleure parce qu'il y a trop de vieux, ici on a les jeunes et malheureusement on ne les a pas mis sur le chemin pour terminer les études dans de bonnes conditions. Déjà quand on les abandonne à partir de quand ils ont 5 ans, c'est dommage, mais c'est pas trop. Moi je trouve que d'avoir un continent jeune, donc un pays où il y a beaucoup de jeunes, moi quand je marche dans la rue, à chaque fois dans les quartiers populaires, je me dis mais quelle perte, c'est dommage, quel gâchis. Il y a beaucoup de jeunes et c'est dans cette période qu'ils ont la force où ils doivent faire des choses intelligentes, importantes, que l'école c'est le métier des enfants. Jusqu'à un certain moment, c'est ces jeunes qui doivent prendre le relais. Et quand on voit que cette jeunesse est abandonnée, livrée à elle-même, c'est grave. Donc il faudra peut-être qu'on pense arrêter peut-être de... je ne vais pas recommander pour qu'on ne fasse plus d'enfants, mais quand même qu'il faut organiser. Il y a beaucoup d'enfants, mais c'est bien. Je crois que c'est une chance. C'est simplement qu'ils n'ont pas la chance d'être sur un continent où on ne s'occupe pas d'eux. Pour moi, pour ma vision personnelle. Et merci, Anta. Et quelle vision pourriez-vous développer pour un scénario plus humain au futur? Quelle mesure à prendre? Écoutez, la mesure à prendre, je crois qu'elle est simple, mais on ne veut pas l'entendre. Je vous ai entendu parler de volonté. La volonté, quand on parle tout de suite, c'est la volonté d'organisation pour toute une nation. C'est la volonté d'organisation. Quand on n'a pas de volonté, on ne peut rien faire. Quand les projets partent du ventre, c'est-à-dire qu'on est engagé, quand on est engagé dans la vie, on a vu des jeunes engagés qui vont jusqu'au bout. Mais si on n'est pas engagé du tout, si on n'a aucune volonté, que ce soit une volonté populaire, politique, que les jeunes eux-mêmes aient leur volonté, et surtout, ce qu'on entend souvent, c'est on attend que l'État fasse quelque chose. On dit toujours que l'État ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'on peut organiser, c'est des choses de proximité, c'est des choses de famille, d'amis, de quartier, de maison, de la rue, pour organiser des choses. Quand je dis la rue, c'est-à-dire que moi j'habite dans la Médina, je suis née à la rue 5,
Avant, on organisait de l'avenue Blaise Diagne à la Corniche des choses importantes, mais on était ensemble. Il y a une solidarité. Et chaque rue disait, tiens, c'est bien ce qu'ils font, on va aussi faire. Mais on ne peut pas tous s'installer et dire qu'on attend que l'État nous règle les problèmes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser faire complètement et dire tant qu'eux ne font pas, nous ne ferons pas. Je crois que chaque jeune peut faire quelque chose. Les intelligences sont différentes, mais chacun est capable de faire quelque chose, même sous son baobab. Oui. Merci, Anta. Juste une toute dernière remarque de ma part. En Europe, au 19e siècle, il y avait beaucoup d'initiatives par l'Église, par des coopérations sociales, tout ce genre pour réparer le mal de la société. Et ça n'a jamais fonctionné. Ça a dépanné des fois, mais ça n'a pas fonctionné en général. C'est à partir que l'État a pris en main tout ce domaine de vie sanitaire, culturel aussi. Les théâtres que vous voyez aujourd'hui à Paris ou dans une ville allemande, ça ne peut pas vivre sans l'aide d'État. On a essayé de faire marcher les théâtres, par exemple, ou les musées, tout seul, en gagnant qu'eux, ils gagnent assez de budget pour faire ce genre d'institutions comme théâtre. Et ça n'a jamais marché. C'est seulement à partir du moment que l'État est ou la commune est entrée, et sinon. Donc, c'est très bien la société civile et ses initiatives, mais je vous dis aussi, ça ne suffirait jamais. Ça ne suffira jamais. Mais là-bas, c'est un État qui a une volonté de faire, qui doit faire, c'est son devoir. Quand on met un État, c'est pour régler le problème de la société, quand même, du pays. Donc si l'État met la main, c'est bien, mais ici, on ne met jamais la main, jamais. Et si on doit attendre tout le temps qu'ils mettent la main, beaucoup vont mourir et ça n'arrivera jamais. Ce qu'on voit, en tout cas, l'exemple du Sénégal est patent, c'est la politique politicienne. On s'occupe que de rassemblement de ceci, de rassemblement de cela. On cherche pour régler les problèmes, comme on le dit en Suisse, des votations. Donc, on ne s'occupe plus réellement du travail qui doit être fait. C'est ça le problème. Mais ailleurs, ils prennent conscience que si on ne peut pas laisser les choses à la société civile, donc on met la main à la pâte. Et quand l'État arrive, même qu'il te trouve sur un petit projet, ce projet-là, ils vont te protéger, ils le font monter. Et ici, c'est complètement le contraire. Ils ne mettent jamais la main à la pâte. Voilà. C'est ça qui est dommage. Voilà, dans d'autres sociétés, moi, il y a des moments où j'ai dit, si cet empire-là était en France, parce que j'ai vécu 30 ans là-bas, j'ai travaillé comme fonctionnaire, j'ai travaillé sur des projets, je me suis occupée de jeunes pendant une vingtaine d'années là-bas, et c'était facile. On avait des projets qu'on élaborait avec les jeunes. J'allais voir monsieur le maire, c'est bon, ok, on fait ou on ne fait pas. Voilà, on organisait, parce que j'étais au service de la jeunesse et des sports au niveau de la France. Ça marchait, parce qu'on était là, on a nos idées, et l'État a ses moyens. Mais ici, ça ne marche pas comme ça. C'est ça qui est malheureux. Ah ben, pourquoi? Parce que ce n'est pas leur problème, je crois. De tout ce qui est commun, tout ce qui est... quand on s'occupe que de soi, que de sa famille, on oublie tous les autres, alors que quand je crois qu'on vous confie un pays, c'est pour régler le problème du pays et de la population. Ce n'est pas une question familiale. Ce n'est pas qu'il faut régler le problème de la famille et voilà, envoyer les enfants aller faire les études ailleurs, et ainsi de suite. C'est ça, bon, il y a quand même quelque chose qui n'est pas du tout bon. Et c'est une petite... voilà, c'est pas global, hein, c'est une petite ration du pays. Ils sont privilégiés, qui vont partir, qui vont faire des études, qui vont rentrer, on leur met tout sur un plateau, quoi. Et les autres qui galèrent là, ils sont oubliés, ils sont laissés en rade. Voilà. Merci Anta, merci beaucoup encore.
votre courage aussi. Hein. Normalement, je voulais clôturer notre séance, mais... Je voudrais revenir un peu à la rescousse par rapport à une question que vous avez posée à notre maman par rapport à est-ce qu'il n'y a pas trop d'enfants en Afrique? Oui, par rapport aux possibilités de les nourrir et de les éduquer. Oui. Je pense que c'est peut-être une faiblesse de l'Afrique aujourd'hui, mais on peut en tirer profit en faire une force. C'est quoi, simplement? D'abord, si on permet à cette grosse démographie africaine de pouvoir avoir accès à une formation de bonne qualité, le problème serait réglé. En quoi faisant? Si on permettait à la grande masse de nos mères et de nos sœurs d'avoir accès à une instruction ou à une formation qualifiante qui leur permet de pouvoir nourrir leur famille, vous verrez que l'Afrique s'élèverait d'elle-même. Oui. Elle s'élèverait à partir de ses propres valeurs. Vous devenez ce que vous voyez. Les Africains doivent prendre conscience de leurs faiblesses et centrer leur développement sur leurs propres valeurs. Voilà, c'est ce que moi j'ai à vous poser. Qualifier les mamans, à partir du moment qualifié, les enfants seront qualifiés. La jeunesse africaine, c'est la force de sa grosse démographie. Vous verrez comme l'Inde et l'Afrique s'élèvera. Merci, merci pour votre intervention. Et non, c'est terminé là. Je donne quand même la dernière parole à notre invité. Donc, je vais réitérer donc mes remerciements à vous, monsieur le directeur de l'Institut Grete, et à tout votre personnel, et au public qui est arrivé. Et ça fait une chaleur au cœur de voir beaucoup de gens venir vous écouter. Et ce roman, c'est ma première œuvre. J'ai encore 2 manuscrits qui sont en cours de correction pour être édités par un enfant et une autre œuvre au Bénin. Et déjà, j'ai commencé par écrire sur mon séjour au Sénégal. Déjà, toujours de beaux souvenirs de Dakar. J'ai beaucoup de parents sénégalais déjà depuis que je suis arrivé, qui ont intégré la communauté sénégalaise. Donc je dis merci aux uns et aux autres. Nous n'allons pas nous lasser de faire des efforts pour que le problème de la maltraitance des enfants soit réglé. C'est une plaie béante dans la société africaine. Je vais postuler la question que je n'ai pas encore la réponse. Qu'est-ce qui pourrait amener une maman, mère d'enfant, à maltraiter l'enfant d'autrui? Qu'est-ce qui pourrait amener un adulte à maltraiter l'enfant, qu'il soit d'autrui pour son propre enfant? Je n'ai pas encore la réponse à cette question. Nous allons continuer. Merci beaucoup. Merci Casimir. Et on vous souhaite très bonne chance pour les œuvres à venir. Je remercie aussi Madame Fall, Bouya Fall, qui s'est miraculeusement transformée là. Je remercie Khalifa Diop d'avoir eu la gentillesse de s'y mettre à la place de Bouya Fall qui devait partir ce soir plus tôt. Et donc je vous prie de vous rencontrer encore au buffet et de continuer les discussions. Merci à tous et à toutes. Merci. Allez-y, prends une photo à Koujo. Oui, il faut qu'on fasse. À moi qui devait se lever. Oh ouais, après. Tiens. Il faut maintenant me filmer, moi aussi.
c'est bien. Ouais. Tu es emballé. Ouais. Tu es emballé. Emballé. Ouais, emballé comme une capsule.